Donc l'étudiant qu'on a envoyé, qui est maintenant en thèse dans le laboratoire, a accepté d'arrêter, enfin, de prendre une année sabbatique pour travailler pendant 1 an au Cameroun sur ces insectes aquatiques. Donc la première chose qu'elle a fait, c'est un petit peu répertorier toutes les espèces qui étaient présentes dans les zones endémiques, non endémiques. Donc vous avez ici quelques spécimens qu'on a pu collecter. Donc généralement on s'arrête à la famille, puisqu'il n'y a pas de clé de détermination. On ne va pas plus loin. Un petit peu le problème, il y a peu de travaux de fait. Et donc on a remarqué que dans les zones endémiques et non endémiques, il y avait exactement les mêmes espèces d'insectes. La seule chose qui change, c'est la quantité. En zone endémique, 10% des insectes capturés dans nos conditions sont des punaises aquatiques. Dans les zones non endémiques, c'est moins de 20%. Donc il y a déjà une variation importante à ce niveau-là. Et l'étudiante qu'on a envoyée, qui est maintenant en thèse chez nous, la Estelle Marion, a réussi à mettre au point un système qui lui permettait de collecter la salive des punaises aquatiques, comme on le fait un petit peu chez nous. Donc vous avez ici une punaise aquatique, son rose qu'elle met en fait dans la cône. L'insecte par défense essaye de piquer le cône pour se défendre, et salive. Vous avez ici le fluide blanc qui correspond à la salive. Donc les résultats sont issus. Tout d'abord, elle s'est intéressée aux variations saisonnières en termes de quantité de punaises. Et on voit, ça n'a rien de surprenant, c'est qu'il existe comme des variations saisonnières, et surtout au mois de janvier, où on capture énormément de punaises aquatiques. Donc à chaque fois, c'est une méthode de collecte standardisée que l'on avait mis au point. D'accord? Et ces résultats, en fait, sont comparables à une étude qui avait concerné aussi des punaises aquatiques, mais dans une autre... en Amérique du Sud. Voilà. Donc ça, c'est pas des résultats surprenants, parce qu'on peut observer la même chose avec les moustiques, etc. Puis, dans un deuxième temps, on s'est intéressé, alors là, au taux de colonisation par Mycobacterium ulcerans. Là aussi, le problème, c'est la PCR, je sais, mais on a utilisé plusieurs marqueurs de l'ADN. Donc, normalement, c'est bien Mycobacterium ulcerans. Donc, vous voyez que, en fonction de la période de l'année, on voit que le taux de colonisation varie de façon importante. Et en décembre, on est pratiquement à 0% d'insectes. Enfin, on n'a pratiquement pas détecté la présence de Mycobacterium ulcerans chez ces insectes. Alors qu'en janvier, on est aux alentours de 30%. Donc vraiment des variations importantes. Et l'étudiante aussi a pu rechercher la présence de la bactérie dans la salive. Donc c'est un élément important, parce que si on détecte la bactérie dans la salive, cela veut dire que la bactérie était présente dans les glandes salivaires et qu'il y avait probablement une colonisation. Et là, pareil, globalement, elle trouve des chiffres semblables. C'est-à-dire que Mycobacterium ulcerans doit coloniser les glandes salivaires de ces insectes. Et maintenant, ces résultats sont acceptés actuellement à l'OMS, et même on suggère maintenant, il est même suggéré que ces insectes pourraient servir d'indicateur environnemental, c'est-à-dire qu'on pourrait collecter des insectes dans un environnement donné, rechercher la mycobactérie, et s'il y a présence de la mycobactérie chez ces insectes qui semblent être propres à la mycobactérie, ce qui veut dire qu'il faudra peut-être surveiller la zone. Donc c'est actuellement ce qu'on réalise au Cameroun, c'est-à-dire qu'on s'est mis dans une zone proche d'une zone endémique, mais trop proche, et on collecte régulièrement les insectes et on recherche la présence du bacille. On va voir si, lorsqu'on détecte la présence du bacille chez ces insectes, si ça arrive un jour, est-ce qu'il y a apparition des malades quelques semaines après ou quelques mois après. Voilà ce qu'on est un petit peu en train de faire. Donc bien sûr, cette salive collectée, on n'a pas tout passé en PCR, on a nicolé des souris avec cette salive pour espérer d'isoler Mycobacterium ulcerans de chez ces insectes. On a piqué 50 souris, 3 souris après plusieurs mois après l'inoculation, ont présenté des lésions. On a montré dans ces lésions la présence de la mycobactérie, par PCR, par ZIP, mais on n'a jamais pu isoler le bacille. C'est encore un problème, c'est qu'on n'est pas capable avec nos milieux doivent être très mauvais, isoler des souches environnantes. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais nos travaux qu'on continue au laboratoire, mais aussi dans l'environnement, on a montré que Mycobacterium ulcerans pouvait se multiplier à la surface des végétaux aquatiques sous forme de biofilms, et en plus que les substances organiques excrétées par les algues favorisaient la croissance des bacilles, que ces biofilms sur des algues pouvaient être broutés par des animaux phytophages, que sont les mollusques, ou encore les larves de moustiques qui viennent manger un petit peu de ce qu'il y a sur les plantes, ou encore certains poissons herbivores. Que ces animaux sont des proies des punaises aquatiques, et là nous, on a montré que lorsqu'on contamine un escargot qui venait pas en lui donnant à manger des plantes aquatiques sur lesquelles la mycobactérie s'est développée, il y avait passage de l'escargot à la punaise aquatique. Alors chez l'escargot, il n'y a pas de multiplication, comme on peut le voir ici, là, c'est par exemple le taux de la recherche de Mycobacterium ulcerans qui est issu d'escargot, on voit qu'à peu près 50 jours après le repas contaminant, on ne détecte plus de la mycobactérie chez les escargots. Donc là, ce ne serait pas un loup, ce serait un intermédiaire, sans multiplication. Chez la punaise aquatique, il y a multiplication des glandes salivaires. La bactérie est capable d'être émise au moment de la piqûre par la salive, puisque nous avons montré que le Mycobacterium ulcerans pouvait être émis par la punaise lors de sa salivation.
Donc voilà, ça c'est un petit peu l'hypothèse que l'on défend, c'est concernant l'écologie de Mycobacterium ulcerans. Je reste persuadé qu'il y a sans doute plusieurs modes de transmission de Mycobacterium ulcerans, mais le plus simple, on s'accorde à dire qu'il faut quand même une inoculation de la mycobactérie. Par exemple, on avait réalisé, quand j'étais en tête, des expériences qui ont été reprises là, dernièrement par l'équipe américaine, on a conclu tout ça la même chose. Lorsque vous mettez en contact une queue de souris avec une suspension de mycobactéries, une queue de souris qui n'a pas d'adhésion, avec une suspension bactérienne très riche, 1808, 1809 bactéries par ml, qu'on ne trouvera jamais dans l'environnement théoriquement, il n'y a jamais d'ésochation. Lorsque chez cette souris on fait des scarifications, on la trempe dans la même suspension bactérienne, la souris ne présente pas de lésion. Par contre, je trempe une aiguille dans cette suspension, donc il y a quelques bactéries qui restent sur cette aiguille, j'inocule, enfin je pique la souris avec l'aiguille, là les souris vont faire des lésions. Donc on pense vraiment qu'il y a besoin d'une inoculation. Est-ce que cette inoculation doit se faire via un humain, par exemple un insecte? C'est pas sûr, ça va être une plante aquatique qui s'est coupée et qui permet d'inoculer en même temps la bactérie. Je ne sais pas, mais on pense que l'inoculation est nécessaire. Donc concernant les autres hypothèses, en Australie on suspecte que le moustique pourrait avoir un rôle. Donc, mais en Afrique on pense que non, puisqu'il y a une équipe américaine qui a recherché la présence du Mycobacterium ulcerans dans les moustiques, on n'a absolument rien trouvé. Enfin ils n'ont rien trouvé. Une équipe italienne a aussi analysé plus de 2500 moustiques, il n'y a rien eu. Or, que, comme contrôle, ils avaient pris à côté la recherche du Mycobacterium ulcerans dans les punaises aquatiques. Les punaises aquatiques étaient positives et pas les moustiques. Alors peut-être que si ces moustiques en avaient un rôle, peut-être que c'est une espèce très minoritaire, donc elle n'est pas présente tout le temps. En Australie, il suspecte que les mammifères, en particulier les opossums, pourraient jouer un rôle dans l'écologie, que Mycobacterium ulcerans serait capable de coloniser le tube digestif. Donc ce ne serait pas le même modèle en Afrique, parce qu'en Afrique, déjà, il n'y a pas d'opossum, c'est une espèce qu'on trouve en Australie. Et il y a eu l'équipe plus lourde de Françoise Portal, ça a capturé beaucoup de mammifères, on recherchait la mycobactérie chez ces mammifères et il n'a jamais rien trouvé. Bien sûr, d'autres mycobactéries évidemment, mais jamais Mycobacterium ulcerans. Et enfin, on suspecte que les protozoaires, donc là c'est peut-être pour faire plaisir à M. Concours, pourraient avoir un rôle dans la transmission de Mycobacterium ulcerans, mais actuellement, les études réalisées là encore par l'équipe belge n'ont rien montré concernant Mycobacterium ulcerans, mais peut-être qu'il y a peut-être un protozoaire en particulier qui pourrait jouer un rôle. Donc voilà concernant un petit peu l'écologie de Mycobacterium ulcerans. Donc pour revenir à les punaises aquatiques, que je défends quand même un petit peu, il faut savoir que ces punaises aquatiques sont capables de voler. En certaines périodes de l'année, on ne sait pas pourquoi, sans doute qu'il y a une mauvaise qualité de l'eau, pas assez propre, peut-être en période de reproduction. Et au Bénin, on a eu la chance que les médecins ont observé un jour une activité migratoire très importante, nous ont envoyé ces insectes-là, et on a pu détecter, là aussi chez ces insectes, la présence de mycobactéries, donc des insectes aquatiques, les capturer en dehors de leur milieu aquatique. Et là, au Cameroun, on réalise une étude de grande ampleur qui consiste sur des périodes d'année à capturer les punaises aquatiques qui volent. Donc on fait des pièges lumineux et on va regarder la présence ou non de la mycobactérie chez les insectes et comparer avec les punaises aquatiques présentes dans le milieu aquatique. Donc ces insectes pourraient donc participer aussi à la dissémination de la bactérie de l'environnement et peut-être, ces un rôle en transmission aussi, quelques cas de personnes qui ne sortent pas de leur maison, puisque les médecins béninois qui je travaille énormément m'ont rapporté que plusieurs fois, que ces punaises aquatiques, lorsque le jour se lève, tendent à se retrouver dans l'obscurité et se cachent beaucoup dans les literies. Et plusieurs moments, on dit qu'en effet, d'être trouvé des punaises aquatiques qui piquaient le dos de leurs enfants. Mais ça, c'est purement l'observation. Mais peut-être qu'il y a quelque chose, ça pourrait expliquer un certain nombre de cas. Donc voilà, concernant l'écologie, donc le problème, c'est que sur mon modèle UQS, c'est que je travaillais avec un médecin béninois, formidable, qui me dit, mais ton hypothèse, elle est sûrement pas bonne. Pour la bonne et simple raison, les pêcheurs chez nous, qui sont tout le temps dans l'eau, qui me disent tout le temps se faire piquer par les punaises aquatiques, n'ont jamais des Mycobacterium ulcerans. Donc là, ça m'a posé un gros problème. Et puis je me suis dit, alors, ces gens qui sont tout le temps dans l'eau ne sont jamais malades. Ce qui veut dire que la réserve à la mycobactérie n'aime pas l'eau. Il faut aller chercher ailleurs. Donc on s'est dit, on va peut-être pas remettre en cause 40 ans de microbiologie comme ça. Donc, et là, on a émis une hypothèse, c'est que les gens, les pêcheurs que l'on voit ici, donc des vrais pêcheurs qui entretiennent des passes à poissons, qui sont tout le temps en train de désherber, se font piquer régulièrement par des punaises aquatiques. Et on s'est dit peut-être que la piqûre régulière par les punaises aquatiques saines, qui ne sont pas colonisées par Mycobacterium ulcerans, pourrait avoir un effet protecteur. Donc ces travaux, quelque part, ne sont pas si originaux que ça, puisque la même chose a été observée pour les Borrelia elliptique et la leishmanie et les phlébotomes. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris notre modèle d'insectes, donc des insectes que vous voyez ici, donc sains, non colonisés par Mycobacterium ulcerans, et on les a fait piquer. Ces insectes ont piqué plusieurs fois des souris. Puis, enfin, ces souris qui ont été piquées plusieurs fois par des insectes sains ont été piquées par des insectes colonisés par Mycobacterium ulcerans. Et les souris qui ont été piquées plusieurs fois, seule une souris sur 10 a présenté des lésions à Mycobacterium ulcerans. Or que le témoin, 4 sur 5, ont présenté des lésions à Mycobacterium ulcerans. Ce qui suggérerait que
la piqûre répétée par l'insecte simple pourrait conférer un effet protecteur. Donc là, vous comprenez, il y a la souris, il y a l'insecte à contrôler. Là, je ne maîtrise pas grand-chose, donc on a triché entre guillemets. On a pris des extraits de glandes salivaires, on a immunisé nos souris avec ces extraits de glandes salivaires, et ensuite, on a inoculé Mycobacterium ulcerans chez ces souris. Mais on n'a pas inoculé Mycobacterium ulcerans n'importe comment, on a inoculé Mycobacterium ulcerans après qu'il ait été en contact avec les glandes salivaires. Un petit peu reproduire ce qui se passe chez l'insecte. Et là, on voit bien que, pareil, chez les souris immunisées, il y a beaucoup moins de souris malades que dans le groupe contrôle, qui n'a pas été immunisé. Donc là, ça irait dans le sens de notre hypothèse. Et donc on s'est dit, bah, tiens, ça peut être intéressant. Et là, on a réalisé une étude dans les zones endémiques chez l'homme qui a consisté à récolter du sérum des gens, des pêcheurs, qui se font piquer régulièrement par ces puces aquatiques et comparer leur capacité à reconnaître des constituants des glandes salivaires aux gens malades, présentant des gens Mycobacterium ulcerans. Donc ça a été au Bénin. Pourquoi au Bénin? Parce que c'est une zone hyper endémique et je travaille avec les médecins sur place et qui sont très bien acceptés par la population. Donc là, c'est vraiment des facteurs très importants lorsqu'on travaille dans les zones comme ceci. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos sujets exposés, nos patients, et on a regardé leur taux d'anticorps capables de reconnaître des constituants salivaires. Et on remarque que les personnes qui sont piquées, qui ne sont pas malades, ont un taux d'anticorps capable de reconnaître les constituants salivaires plus élevé que chez les patients. Donc voilà, donc ça s'est arrêté là, donc ça suggère que on pourrait peut-être avoir un effet protecteur. Encore faudrait-il que l'insecte soit un vecteur. Donc vous comprenez, c'est encore des travaux qu'il faut prendre avec prudence. Mais nous, on a continué le travail in vitro, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recherché s'il y a des protéines de l'insecte capables de se fixer à la mycobactérie. Il y a 5 protéines de la salive capables de se fixer spécifiquement à la mycobactérie, et ces protéines sont immunogènes. Et maintenant, on essaie de rechercher quelle est la protéine capable de conférer un effet protecteur. Et là, on travaille actuellement sur cette protéine-là, et apparemment, elle pourrait être capable, elle serait responsable d'une partie, d'une grande partie de l'effet protecteur. Donc voilà où on en est. Donc voilà ce qu'on a fait à Angers depuis quelques années. Donc ces travaux ont été financés par la Fondation Euroflow, qui est vraiment une association qui nous finançait énormément, bien sûr par l'INSEM, ne serait-ce que par mon salaire. Et enfin l'Institut Pasteur, et surtout l'Institut Pasteur et ses réseaux qui ont toujours soutenu nos travaux, nos approches, même si des fois elles n'avaient pas été toujours accédées par la communauté scientifique. Et enfin l'Europe qui a financé mon installation à Angers. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Surinfections sont très très rares. Et c'est surprenant malgré l'étendue des lésions. Il y a quelques cas de pseudomonas, de staphylocoque, mais ça reste vraiment très marginal. Et on pense, mais ça n'a jamais été montré, que cette toxine aurait une activité antimicrobienne. Mais voilà. Et c'est très rare, les surinfections sont très très rares. Et la toxine, elle existe sous quelle forme? Elle est synthétique, elle est purifiée, elle est soluble dans quelle forme? Alors, nous, on purifie la toxine à partir de cultures de bactéries. Il est possible d'en avoir de la synthétique, mais c'est très compliqué et c'est très coûteux, apparemment, avec un rendement très faible. Donc voilà, donc nous on travaille entre guillemets avec de la toxine naturelle. Et elle est soluble dans quelque chose? Alors elle est soluble, elle est très hydrophobe, elle est plutôt soluble dans les solvants type chloroforme, acétonitrite, mais on arrive quand même à la solubiliser dans l'éthanol. Voilà. Jusqu'à peu près 1 mg, 1 mg, 1,5 par ml. Au-delà. Ce qui pose un problème parce que les gens produisent des anticorps monoclonaux dirigés contre cette toxine en raison de sa petite taille, sa nature chimique et problème de solubilité, en fait pour l'instant ça peut être un échec. Il y a des chimistes qui sont intéressés, qui collaborent avec vous là-dessus? Alors il y a des chimistes qui travaillent à Mulhouse qui sont intéressés par ça, et moi je commence à travailler avec des chimistes à Bordeaux justement pour mettre un système de détection de la toxine, pas par un système anticorps, mais ce qu'on appelle un système aptamère. Voilà. Oui, parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein d'idées qui germent, la plupart des idées, mais oui, tout à fait, mais j'aimerais bien